Et bonjour à tous, bienvenue sur Purpose dans ce live exceptionnel dans le cadre de la convention fin de vie et en collaboration avec le journal Ouest France et le CESE. Nous recevons ce soir trois invités. Dans un premier temps, un débat opposera Ségolène Perruccio, vice-présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, et Jean-Luc Romero-Michel, président d'honneur de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Et à la fin du live, Claire Toury, la présidente du comité de gouvernance de la Convention fin de vie, viendra faire un premier bilan de ces 3 mois de travaux. Et pour ce live exceptionnel, je serai accompagné de Philippe Boissonnat, un des 4 rédacteurs en chef de Ouest France, et il est chargé du débat d'idées au sein de la rédaction. Donc vous les voyez à l'antenne, nos invités. Et avant de laisser la parole à nos deux invités, je laisse la parole à Philippe Boissonnat. On va aller directement au cœur du sujet. Dans cette convention qui a démarré début décembre et qui doit s'achever tout début avril, elle a eu quelques jours de complément. Il y a évidemment une question centrale, c'est est-ce que la loi française permettra à terme de mettre ou non en place une aide active à mourir? Et je me profiterai de cette question centrale pour rebondir sur une question qu'un de nos lecteurs nous a fait parvenir et que je propose à nos deux invités. Si la loi Claes-Leonetti évolue vers une aide active à mourir, comment réagirez-vous, docteur Perruccio? Alors, ma première réaction, je vais répondre à côté, mais c'est à dessein. C'est que je souhaiterais dire que ce n'est pas un débat qui nous oppose. C'est un débat, je pense, dans lequel tous les deux, on vient apporter chacun peut-être une vision des choses, et en tout cas, pour ma part, un témoignage. Et d'une certaine manière, je me fais le On a une petite coupure de faisceau avec porte-parole plutôt... quotidien auprès des patients en fin de vie. Hop, alors on a une petite coupure. Est-ce que vous pouvez répéter la fin de votre phrase, s'il vous plaît? Pardon. Oui, et du coup, voilà, ma place dans ce débat, c'est pas d'être en opposition à Monsieur Romero, c'est d'être là pour témoigner de ce que vivent nos patients, puisque la Société française de soins palliatifs représente les soignants et les bénévoles qui sont au quotidien au contact des patients en fin de vie. Et ça, je pense que c'est vraiment une précision importante. Alors maintenant que vous avez répondu à côté, peut-être vous pouvez répondre pile au centre. Comment réagirez-vous si, en toute hypothèse, une telle évolution a été engagée? Pour l'instant, c'est difficile de savoir. Ce qui est sûr, c'est que moi, à titre personnel, et moi, en tant que vice-présidente de l'ASFAP, on suit tous ces débats et on y participe autant que possible de manière tout à fait active. Tout dépendra évidemment de quel type d'aide active à mourir, de quelle place. Le législateur souhaiterait éventuellement donner au monde du soin dans cette aide active à mourir, si place il y a. Et je pense que pour l'instant, c'est difficile à savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est tout à fait participant au sein de ce débat qui aura ce mérite-là, et de faire parler de la fin de vie, de faire parler des soins palliatifs dans un univers où en fait, habituellement, on en parle très peu. Même question pour vous, Monsieur Romero. Dans l'hypothèse où l'aide active à mourir serait validée, légalisée, comment réagiriez-vous? J'ai une idée de la réponse, mais... Ah bon? Merci en tout cas de nous avoir invités. Bien sûr qu'il ne s'agit pas spécialement de s'opposer. On a le droit dans notre pays d'avoir des débats et nous avons déjà une chose qui nous rassemble, je crois, toutes et tous, c'est qu'évidemment, nous souhaitons que dans notre pays, on ait l'accès universel aux soins palliatifs. Et ça, je pense que c'est quand même très important à placer parce que si nous souhaitons, et voilà la réponse, qu'il y ait bien sûr une aide active à mourir, ça doit être aussi en même temps qu'un accès universel aux soins palliatifs. Les Belges ont voté plusieurs lois quand ils ont légalisé l'euthanasie. Je crois qu'on doit faire la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, les planètes sont réunies. Les Français le veulent depuis longtemps. On voit bien qu'à force d'avoir un débat sur la fin de vie depuis 25 ans qui ne s'arrête jamais, d'avoir des affaires qui émeuvent l'opinion, il y a un moment, il faut avancer pour donner tout simplement le champ des possibles à chacun. C'est-à-dire de pouvoir aller dans des soins palliatifs, et ce sera le cas de 90 à 95% d'entre nous, mais de permettre à celles qui ont, ou ceux, des douleurs réfractaires, des gens qui ne souhaitent pas y aller, parce que c'est aussi ça, on a le droit de ne pas vouloir aller dans une unité de soins palliatifs ou d'être suivi par des soins palliatifs, ça doit être aussi un choix. Eh bien, il faut bien sûr ce complément qui est pour nous l'aide active à mourir. Très bien.
Si tu veux, Philippe, pardon, poser une autre. Oui, alors je peux enchaîner parce qu'en fait, on a eu parmi les questions de nos lecteurs, il y en a qui sont toutes simples, mais il est sans doute bon de les poser d'emblée. Ce sont des questions de lexique. Une lectrice de Tours nous pose la question suivante. J'ai croisé dans mes lectures la notion d'obstination déraisonnable. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça, c'est plutôt pour vous, docteur. Alors, c'est une excellente question et elle n'est pas si simple que ça parce qu'elle n'est pas justement le curseur de là où on place l'obstination déraisonnable n'est pas défini par la loi d'une certaine décidément. Petite coupure. manière, heureusement, parce que et c'est vraiment la philosophie des soins palliatifs. L'idée, c'est de se dire qu'à un moment, les traitements médicaux parfois lourds, voire extrêmement lourds qu'on peut proposer, ne sont plus raisonnables, que de toute façon, la mort va arriver et que l'idée n'est plus d'essayer de gagner du temps, mais de privilégier le confort de vie et que parfois, il vaut mieux arrêter les traitements plutôt que de s'obstiner. Donc, c'est une notion qui est à la fois extrêmement précise et tout à fait floue dans le sens où elle ne se définit que pour une personne à un moment donné et elle doit se réfléchir à chaque fois, d'où la notion extrêmement importante de collégialité pour justement placer le curseur entre ce que souhaite le patient, ce qu'il est raisonnable de faire, ce que peut proposer le corps médical et paramédical. Alors justement, vous évoquez la collégialité. Il y a une autre forme de collégialité qui est actuellement en cours, c'est cette convention sur la fin de vie. J'aimerais avoir votre avis à tous les deux sur cette convention fin de vie. Est-ce que, comme certains pensent que c'est déjà joué d'avance, ou d'autres trouvent que c'est un peu gadget, ou d'autres trouvent que c'est une très bonne idée? Quel est votre positionnement à tous les deux sur cette convention fin de vie? Monsieur Romero, si vous voulez. Ok. Écoutez, moi, pour être très honnête, au départ, je n'étais pas spécialement favorable à une convention citoyenne parce que j'estimais que depuis plusieurs décennies, on n'a pas arrêté d'avoir des débats. On a aussi, à certaines occasions, quand il y avait un débat autour de la loi bioéthique, interrogé des citoyens. Mais voilà, les citoyens sont là. Je pense qu'il n'y a jamais de mal, de toute façon, à débattre. Vous le disiez, docteur, tout à l'heure, dans un pays, quand on débat de la question de la fin de vie, vous savez, on s'intéresse toujours beaucoup dans notre pays au débat qui concerne le début de la vie, et c'est très bien, mais c'est aussi extrêmement important parce qu'on est des citoyennes et des citoyens et des femmes et des hommes jusqu'au bout de la vie. Donc, on ne peut qu'en être satisfait. Évidemment, en plus, c'est, je crois, assez représentatif de la société aujourd'hui, et on verra. Après, ce sera bien sûr la responsabilité du politique parce qu'évidemment, c'est pas la Convention citoyenne qui va voter une loi, c'est soit nos parlementaires, soit, parce que je ne crois pas que ce sera cette hypothèse-là, un référendum. Et vous, Madame Perruccio? J'allais dire, je vous rejoins. D'une certaine manière, je pense que cette convention, elle a le mérite de faire parler de sujets dont on ne parle pas. Et tous les gens, j'ai moi-même reçu quelques conventionnels là, qui ont souhaité visiter un service de soins palliatifs il y a quelques jours dans mon service. Je pense que tous les gens qui ont pu discuter avec les citoyens de la convention témoignent du fait qu'il semblerait qu'ils arrivent, en tout cas autant que possible, à rentrer dans les complexités. Ils ont pas mal travaillé et que, ils se rendent compte que le sujet n'est pas si simple que ça et qu'il n'y a pas de solution simple à une question difficile. Donc, ça au moins ce mérite-là. Maintenant, il est vrai que sur la manière dont ont été conduits les débats, il y a eu des choses qui, voilà, on s'est étonné qu'ils aient, enfin, en tout cas, je sais que les citoyens qu'on a vus, ils ont regretté de ne pas avoir pu se rendre dans des services de soins palliatifs et que ça ne leur ait pas été proposé, chose que la SFAP avait proposé dès le début, qu'on les accueille. Voilà, et je pense qu'on aurait pu mieux les informer, en tout cas sur la partie soins palliatifs. Mais voilà, ce débat, il a lieu, il a ses mérites, et puis voilà, il prendra après dans le parcours politique la place qu'il doit prendre. On verra bien. Et les premiers résultats qui ont été donnés justement lors d'un précédent vote la semaine dernière, qui donnent quand même une assez large partie des conventionnés en faveur du suicide assisté et même de l'euthanasie. Qu'est-ce que ces chiffres vous évoquent? Est-ce que vous avez été surpris tous les deux, Monsieur Romero, tout d'abord?
Non, parce qu'ils correspondent aux sondages que nous avons depuis des années. Vous savez, les gens, c'est pas des militants et c'est conventionnel certainement pas non plus de l'euthanasie. C'est des gens qui veulent simplement avoir toutes les possibilités en fin de vie, c'est-à-dire mourir le plus tard possible si c'est leur souhait, ou arrêter une vie qui n'en est plus une. Et c'est pour ça qu'ils plébiscitent bien sûr les soins palliatifs, mais qu'ils souhaitent aussi, parce qu'ils savent qu'il y a des situations où ça ne suffit pas, ou parce qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas y aller, et qu'il faut donc ce complément qu'est l'euthanasie et le suicide assisté. Je le rappelle, dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie, ça n'a rien changé. La plupart de ces pays ont d'ailleurs des soins palliatifs qui sont qui ont des moyens bien supérieurs aux nôtres. Regardez par exemple l'Autriche, c'est quand même assez incroyable si on compare à la France, et même la Belgique. Donc voilà, c'est tout simplement du bon sens, et j'espère que cette fois-ci, on le voit qu'à l'Assemblée, il y a aujourd'hui 70 à presque 75% des députés qui y sont favorables. Je pense que maintenant, il faut une loi qui respecte tout le monde, qui respecte toutes les consciences, et je crois qu'aujourd'hui, il est temps d'entendre ces Français qui veulent aussi cette porte de sortie. Madame Perruccio, sur ce point précis, je serais désireux d'avoir votre éclairage, parce qu'un des points qui taraude toutes les personnes qui se penchent sur ce problème, c'est est-ce que la loi actuelle, la loi Claes-Leonetti, qui ouvrait donc la possibilité de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, est suffisante ou insuffisante? C'est-à-dire, y a-t-il, pour parler de manière encore plus simple, y a-t-il des situations de souffrance devant lesquelles les soins palliatifs sont aujourd'hui impuissants? La loi Claes-Leonetti, comme l'ensemble des lois qui l'ont précédée, qui constituent le cadre légal qui pilote aujourd'hui la prise en charge de la fin de vie, n'a pas pour vocation à répondre à la demande des gens qui veulent anticiper leur mort. Et ça, il faut que ce soit extrêmement clair. Actuellement, le cadre législatif nous donne l'ensemble des moyens nécessaires et suffisants, pour peu qu'on en ait les moyens après en espèces sonnantes et trébuchantes et organisationnelles, évidemment, mais en tout cas sur le cadre législatif, l'ensemble des moyens pour prendre en charge de manière satisfaisante l'ensemble des patients en fin de vie. Maintenant, il y a un certain nombre de gens, et pour faire le pendant sur est-ce qu'on était surpris de ces résultats, la société, le monde des soins palliatifs n'est pas hermétique à ce qui se passe dans la société et entend bien les choses. Il y a un certain nombre de gens dans notre pays, et je les respecte tout à fait, qui ne souhaitent pas vivre leur temps qui leur reste à vivre pour des raisons qui leur sont propres et qui souvent sont des raisons effectivement de souffrance ou de peur de la souffrance, et ce qu'on comprend parfaitement bien. Donc, la loi telle qu'elle est aujourd'hui nous permet parfaitement de prendre en charge l'ensemble des gens qui veulent mourir, qui vont mourir. En revanche, ne répond pas, et la loi Claes-Leonetti et la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès n'ont pas et n'ont jamais eu vocation à répondre à la demande des gens qui veulent mourir. Donc, ça ne répond pas à la demande des gens qui veulent mourir. Oui, ça c'est évident. Cette demande-là, c'est une demande sociétale qui relève de la société et sur lequel nous, les acteurs de soins palliatifs, on n'a qu'une seule chose à témoigner. Enfin, on a plusieurs choses, à témoigner. La première, c'est que, et M. Romero l'a dit, et je ne peux que le dire parce que nous, on est au concret, au contact des patients, quand on prend en charge correctement les gens, et on sait le faire pour peu qu'on en ait les moyens, l'immense majorité des demandes d'anticipation de la mort cèdent, pas toutes, et je le reconnais, et il faut mettre les vraies réalités en face. Et d'autre part, la deuxième chose, et ça, je m'oppose à M. Romero et avec tout mon respect, c'est que les soins palliatifs ne sont pas compatibles avec l'euthanasie. Et on nous demande toujours pourquoi. Alors, on peut trouver des arguments rationnels. Peut-être que le meilleur des arguments, c'est que venez voir dans les services de soins palliatifs. Venez voir ce qui s'y passe. Venez écouter. Pas moi, médecin, vice-présidente de la SAS. Venez écouter mon aide-soignante avec laquelle je discutais tout à l'heure, qui tous les jours a dans les bras des gens qui sont en train de mourir, qui voit tous les jours des morts, qui nettoie les corps des patients pour les présenter le mieux possible à leur famille. Ces gens-là, ils vous disent que ça n'est pas possible. Est-ce que ça n'est pas la même philosophie? On ne peut pas être à côté du patient et lui dire jusqu'au bout, je serai là avec toi et je ferai tout pour toi. Et je déploierai toute ma créativité parce que c'est difficile, ce que tu es en train de vivre, parce que mourir, c'est difficile. Même si on a les moyens de te soulager, même si on a les moyens de t'apaiser, bien évidemment, mourir, ça reste difficile. Et on ne peut pas après lui demander de mettre fin à la vie de cette personne-là. Il y a quelque chose de fondamentalement incompatible. Et ça, il n'y a que nous, les acteurs de soins palliatifs, qui pouvons le dire.
parce que c'est nous qui sommes confrontés à ça. Peut-être une réaction de M. Romero, oui. Oui, je voudrais bien répondre aux 2 points que vous avez abordés. Docteur, d'abord dire que, évidemment, je respecte tout à fait ce que vous faites et le travail remarquable qui est fait dans les soins palliatifs. Maintenant, votre expertise existe, mais il y a aussi celle des personnes qui savent aussi ce que c'est que la maladie, que vivre avec la maladie et qui ont accompagné des personnes, et je crois que j'en fais partie, d'abord pour connaître aussi ce qu'est être malade. Quand on vit depuis 35 ans avec le VIH, qu'on a failli mourir plusieurs fois, on est peut-être aussi une parole qui est aussi valable. Donc ça, je voudrais aussi qu'on n'oublie pas que dans notre pays, la parole des personnes concernées, elle est aussi importante que la parole des personnes soignantes. La deuxième chose, vous dites qu'on peut soulager toutes les souffrances. Moi, je vais vous donner un exemple et je pourrais vous en donner beaucoup d'autres. C'est Alain Koch, rappelez-vous, ce monsieur qui avait une maladie orpheline, qui avait été un grand militant pour les personnes en situation de handicap, dont on ne pouvait pas soulager les douleurs physiques. Je ne parle pas des souffrances psychiques. Les soins palliatifs, j'avais commencé à l'accompagner parce qu'il avait voulu se suicider à 2 reprises. Il ne pouvait pas le faire lui-même, comme vous le savez. Il avait simplement voulu arrêter de s'alimenter, de s'hydrater, mais c'était trop violent. Les soins palliatifs ont arrêté de venir parce qu'ils ne pouvaient pas soulager ces douleurs. Et donc, ils ne pouvaient absolument pas entrer dans le cadre de la loi Leonetti, puisqu'il n'avait pas droit en plus à une sédation profonde et continue qu'il a demandé parce qu'il n'était pas en fin de vie. Et vous savez que la dernière version de la loi ne le permettait pas. Je pourrais vous donner l'exemple aussi de Chantal Sébir et vous donner plein d'exemples comme ça de gens qui ont des douleurs réfractaires. On ne peut pas les nier. Si 95%, et je suis d'accord avec vous, peuvent être dans le cadre de la loi, il y a des gens qui ont des douleurs physiques, et je ne parle pas, je le redis, qu'on ne peut pas soulager. Après, sur l'incompatibilité, moi, je vous entends et vous avez le droit d'avoir cette conviction. Maintenant, écoutez les médecins belges qui vous disent le contraire. Quand vous avez il y a un livre qui était sorti d'ailleurs d'une équipe belge de soins palliatifs qui, quand la loi est arrivée dans son pays, avait dit ah bah nous, de toute façon, on n'a pas de demande. Voilà. Et puis, mais bon, s'il y a la loi, on va voir. Évidemment, il y a la loi. Si on a des demandes, on les appliquera. Ils ont écouté différemment les personnes à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'ils disent 15 ans, 20 ans plus tard? Ils disent que, oui, qu'il y a des demandes et qu'ils ont accompagné des personnes et que pour eux, c'est tout à fait compatible. Et que c'est même parfois des morts les plus sereines parce que ces morts-là, c'est souvent des morts où il y a le médecin, les soignants autour et évidemment les proches de la personne et que les personnes meurent plutôt sereinement, même si toute mort est toujours terrible. Quand on aime quelqu'un, on est évidemment triste de la voir partir. Mais ils disent que ces morts sont plus sereines. Je vous rappelle quand même qu'en France, plus de 70% des morts à l'hôpital sont des morts où les personnes sont sans leurs proches. Donc, vous voyez que la compatibilité, moi, je pense que c'est un accompagnement. Après, vous pouvez être contre. Et vous savez, docteur, que jamais personne ne vous obligera à faire un acte qui est contre votre volonté. D'abord, en tant que médecin, et on ne peut pas vous forcer à faire quoi que ce soit. Et en plus, nous, on milite aussi pour qu'il y ait, comme en Belgique et dans d'autres pays, une clause de conscience supplémentaire, comme ça existe pour la voie tourment, qui permettra aux soignants qui ne souhaitent pas accompagner dans ce dernier geste d'amour leurs patients à ne pas le faire. Donc, chacun sera respecté. C'est pour ça qu'il faut aussi entendre maintenant cette voix des Français. On a le droit d'être contre. On a le droit, d'être pour aussi, mais on doit donner ce champ des possibles parce que c'est pas parce que vous êtes contre qu'on doit priver l'immense majorité des Français qui demandent cette loi. Madame Perruccio, peut-être une réponse? Oui, je pense que vous avez cité des cas particuliers et tout à fait tragiques et qui ont été extrêmement médiatisés. Des cas particuliers, j'en ai aussi des quantités. Donc, je pense que ce n'est pas là-dessus que le débat doit se situer. Que ce soit d'ailleurs des cas particuliers de patients, des histoires, j'en ai tellement que évidemment, je ne saurais laquelle choisir. À part peut-être cette dame qui, il n'y a pas très longtemps, devant les caméras de France Télévisions d'ailleurs, qui sont venues, qui voulaient entendre une patiente, qui leur a dit « je ne veux pas avoir à me poser la question de savoir s'il est mieux que je demande l'euthanasie ». C'est quand même extrêmement fort. Bref, j'ai dit on ne rentre pas dans les cas particuliers, mais c'est pareil pour les médecins en Belgique. J'entends tout à fait ce que vous dites et je ne doute absolument pas qu'il y ait des médecins en Belgique. De la même manière, et il y a aussi des livres qui ont été publiés de soignants belges qui expriment leur souffrance et leurs grandes difficultés par rapport à ça. Donc là, on reste dans le particulier. La vraie problématique, c'est que la loi, elle délivre un message
qui est un message collectif. Ce n'est pas un message particulier. Aucune loi ne va répondre à toutes les situations particulières, et Dieu sait s'il y en a, et dans ce domaine si difficile de la fin de vie, et on ne peut que respecter tout ça et être très humble devant ces situations de souffrance. Maintenant, on est sur un autre plan, qui est un plan, et c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, vous savez ça bien mieux que moi, un plan politique, un plan législatif et un message de société. Et on n'obligera jamais personne à être euthanasié, on n'obligera jamais aucun soignant à pratiquer l'euthanasie. J'ai un peu plus d'inquiétude là-dessus. Moi, je suis médecin responsable d'un service de soins palliatifs de l'hôpital public, et oui, je me sens en danger même avec une clause de conscience. Mais en revanche, on obligera tout le monde à se poser la question. Et ça introduit, qu'on le veuille ou non, un vrai changement de société. Si la société veut ce changement, on l'entendra. Je veux dire, c'est pas à moi de décider. Je suis pas un élu politique. Je suis pas là, comme vous dites. Je n'ai pas à m'opposer à ce que veut la société. J'ai juste à témoigner. Je dis juste attention. Il y aura un changement dans la société. Ça change le message collectif qu'on donne actuellement aux personnes malades, aux personnes en fin de vie, aux personnes les plus en difficulté, qui est pour l'instant, on est à tes côtés et ta vie, comme ça, elle est difficile, mais elle vaut le coup, et je vais te donner, enfin, elle vaut le coup. En tout cas, elle vaut le coup qu'on se donne, nous, que la société se donne à 100% pour ça. Le jour où on autorise l'euthanasie, le suicide assisté pour telle ou telle catégorie, ça veut dire qu'on dit, ta vie, elle vaut le coup, mais dans telle ou telle situation, c'est vrai, la société te dit, oui, mais toi, peut-être pas tant que ça. Et ça, ce message-là, il est très fort. Et ce n'est pas qu'un message de liberté individuelle. Il y a évidemment le choix de chacun, la liberté individuelle est plus que respectable, mais il y a ce message collectif. Et la loi, qu'on le veuille ou non, ça porte un message collectif. Est-ce que je peux... Bien sûr, allez-y, monsieur Romero. Merci beaucoup. Alors, d'abord, vous savez, docteur, je ne voudrais pas dire, mais vous savez, on a entendu exactement le même discours avec l'avortement. Je vous rappelle qu'aucun de vos collègues, en plus, n'a été forcé à le faire. D'ailleurs, c'est même plutôt un problème. On est à la veille de la journée des droits des femmes, et qu'il est même parfois compliqué pour les femmes pour trouver des endroits pour se faire avorter dans certains endroits de notre pays. On nous a dit que ça allait changer complètement la société, qu'il allait y avoir énormément d'avortements. Ça n'a rien changé. Au contraire, ça a plutôt aidé les femmes, et ça a évité qu'il y ait des femmes qui meurent dans des conditions atroces. On nous a dit la même chose avec le mariage pour tous. La société allait s'effondrer, changement de société, etc. Je suis moi-même homosexuel. On fête cette année les 10 ans du mariage pour tous. Est-ce que notre société a changé? Oui, elle a changé. Je pense qu'elle s'est élevée parce qu'elle a permis de reconnaître aussi d'autres couples. Et on voit qu'aujourd'hui, d'ailleurs, plus personne ne veut remettre ça en cause. Donc, je pense que là-dessus, il faut être extrêmement prudent quand on parle de changement de société. Est-ce que la société belge, hollandaise, autrichienne, espagnole a changé depuis qu'il y a l'euthanasie? Ce sont des pays comme les nôtres, des pays démocratiques, et ça n'a pas changé. Et quand vous dites des cas particuliers, bien sûr, mais on vote une loi, elle est générale, mais quand vous dites « Ah bah oui, le cas Chantal Sébir, le cas Alain Coq », mais c'est justement ces 2 ou 3%, et madame, ce n'est pas des cas si particuliers que ça, puisque ça représenterait entre 30 40 000 personnes par an. Et quand on a voté le mariage pour tous, tout le monde n'est pas homosexuel dans ce pays, mais on a su tenir compte d'une minorité. Et bien comme là, on va tenir compte des 3 ou 4 personnes qui ont des souffrances qu'on ne peut pas soulager et qui veulent pouvoir partir. Et donc, c'est le rôle du législateur de voter cette loi. Ce n'est pas une loi comme ça, qui ne sert à rien, mais la loi, elle sera quand même générale, puisque de toute façon, elle permet à chacun de choisir. Et donc, et c'est pour ça et là, on se retrouvera sans aucun problème à faire qu'enfin, les moyens soient là sur les soins palliatifs, et que chacun puisse bénéficier des meilleurs soins dans ce domaine, mais de permettre de l'autre côté à celles et ceux qui n'en peuvent plus ou qui ont des douleurs, je le rappelle, et pas seulement psychiques, mais physiques, qu'on ne peut pas soulager, et qu'on n'en dise pas « Ah oui, c'est quelques cas, on les connaît ». Non, on n'a pas le droit de dire ça, parce que ça représente des dizaines de milliers de personnes, et ces dizaines de milliers de personnes, ça peut demain être vous, ça peut demain être moi, et on doit pouvoir être respecté. Alors, on va avancer parce qu'on a déjà écoulé la moitié déjà de notre temps de débat, et c'est un débat qui est passionné, et je suis persuadé que dans le chat, les gens sont pareils. Justement, en parlant du chat, on a plusieurs questions ou réactions pour vous. La première, monsieur Romero, est-ce que vous êtes pour que, si la décision sur la fin de vie est prise à l'Assemblée nationale, est-ce que vous souhaitez qu'elle soit inscrite dans la Constitution ?
Écoutez, je pense que inscrire dans la Constitution, c'est toujours plus compliqué. Aujourd'hui, faisons déjà ça. Après, demain, on le voit avec l'IVG dans la Constitution. Je pense qu'évidemment, c'est un droit fondamental de chacun. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit l'urgence parce que tout ça, ça prend aussi du temps. Et je crois qu'il faut qu'on ait une loi. La Convention citoyenne va terminer ses travaux en avril. On va avoir l'évaluation de la loi Leonetti. Et j'espère qu'à l'automne, on va pouvoir faire une loi qui, je le répète, parce que moi, je voudrais que chacun le comprenne, c'est une loi qui n'oblige à rien, mais qui permet de respecter chacun. Et on ne peut pas continuer à vivre, parce que, vous savez, comme vous, docteur, moi, je milite aussi depuis longtemps. J'ai d'abord eu ce combat contre le sida, dont je rappelle d'ailleurs, dès 1983, la première fois que des malades du sida se sont réunis à Denver, ils ont voté une convention, ils ont voté une déclaration. Le dernier point était « Nous voulons le droit de mourir dans la dignité et de choisir l'heure de notre départ ». Donc, il faut, à un moment, pouvoir clôturer ce débat, c'est-à-dire donner à chacun le champ des possibles. Je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui. Et on a une autre réaction pour tous les deux. Alors, c'est une réaction de Mouzette dans le chat qui nous dit « Aucun soin palliatif n'est suffisant face à la souffrance psychologique. Chacun le gère à sa façon, mais dans certains cas, ça finit en suicide tout court. Et là, c'est bien plus brutal pour tout le monde. » J'aimerais juste une réaction à ce sujet-là. Est-ce que finalement, voilà, ce sujet-là sur est-ce qu'il ne vaut pas mieux prévoir un suicide accompagné qu'un suicide tout court? Ce qui est sûr, c'est que, je me permets, cette question, elle fait évoquer quelque chose qu'on n'a pas encore tout à fait abordé là et qui me paraît très important. Je vous ai dit, moi, le législateur et la société, il y a une demande et le législateur, et c'est pas moi qui vais décider. Ce qui est important, c'est d'apporter cette petite nuance. Peut-être aujourd'hui, on parle beaucoup d'aide active à mourir, qui est un mot un peu valise dans lequel il y a plusieurs réalités. Il y a la réalité de l'euthanasie, dont on peut dire de manière succincte que c'est le fait que quelqu'un, souvent un soignant, donne la mort à quelqu'un à sa demande, quelqu'un de malade. Et puis, il y a la notion de suicide assisté. Alors, ça peut paraître un petit peu complexe, mais ça fait le pendant avec cette question qui parle du suicide. Le suicide assisté, c'est lorsqu'on donne à quelqu'un les moyens de mettre fin à sa vie. La plupart du temps, c'est un soignant, et la plupart du temps, c'est quelqu'un qui est malade. Alors, il y a une finalité qui est la même, c'est la finalité de mettre un terme à la vie d'une personne malade qui le demande. Après, il y a un moyen qui est assez différent, qui est un moyen de la manière dont le tiers est convoqué. Parce que d'une manière ou d'une autre, il y a quand même l'intervention d'un tiers dedans. Et le suicide assisté et l'euthanasie ne convoquent pas le tiers de la même manière. Je pense que ça fait partie des choses qu'il est important de préciser parce que pour revenir au début, la société, elle demande des choses et c'est pas moi qui vais légiférer dessus. On témoigne, on apporte, c'est ce que je vous ai déjà dit, mais voilà. Maintenant, ce qu'il est sûr, et là où moi j'irai jusqu'au bout, et là j'irai dans le, j'aime pas ce terme, mais dans le combat jusqu'au bout, c'est pour que l'aide active à mourir, quelle qu'en soit sa forme, soit laissée en dehors du monde du soin. La liberté des uns, moi on m'a toujours appris, s'arrête là où commence celle des autres. Il faut laisser le monde du soin en dehors de ça parce que ça aura un impact sur la qualité des soins, quoi que vous en pensiez. Donc c'est vraiment important, cette notion d'euthanasie versus suicide assisté. Voilà, la façon dont le tiers est convoqué et la place qu'on lui donne, elle est fondamentale. Monsieur Romero? Mais moi, je le répète, jamais docteur et aucun de vos confrères ou de vos consoeurs qui partagent votre conviction ne sera obligé à rien. Et il y a des médecins, il suffit de voir ce qui se passe dans les pays qui nous entourent, et puis les sondages montrent quand même qu'il y a une majorité de médecins en France qui sont plutôt favorables, qui accompagneront. Donc, vous ne pouvez pas vous nous parler d'une minorité, mais ce n'est pas parce qu'il y aurait une minorité de médecins qui seraient contre qui auraient le droit de s'opposer à une loi, d'autant que vous avez raison de faire la distinction entre l'euthanasie et le suicide assisté. Je vois les avancées que vous avez faites ces dernières années sur le suicide assisté, et c'est très bien. Mais malheureusement, il y a des personnes qui ne pourront jamais faire elles-mêmes cet acte, c'est-à-dire soit avaler un produit, soit tourner le robinet d'une perfusion. Et c'est pour ça que l'euthanasie est indispensable. Il faut, dans certaines situations, rappelez-vous Vincent Imbert, celui et sa maman Marie Imbert, qui ont lancé ce grand débat dans notre pays en 2003. Vincent Imbert avait toute sa conscience, mais ne pouvait communiquer qu'avec un pouce. Et il était absolument incapable de prendre lui-même un produit
ou de tourner même le robinet d'une perfusion. Et donc, qu'est-ce qu'on lui répondait à lui? On lui disait, ah bah ceux qui sont capables, ils ont droit au suicide assisté, mais vous êtes quand même conscient, vous faites cette demande, elle peut paraître légitime parce que vous êtes jeune et votre corps est devenu une prison, et qu'on n'a pas de solution à vous donner à ça. Et donc, il y a un moment, il faut aussi comprendre qu'il faut les deux. Il faut les deux. Et moi, j'espère que ça ira dans ce sens-là. Et je le redis, dans le respect de chacun, c'est-à-dire dans le respect des soignants qui ne le voudront pas, mais on ne peut pas dire, ah bah parce que nous, on est contre, eh bien, le monde soignant ne doit pas du tout s'en occuper. Et en plus, le monde soignant, ce n'est pas non plus que des médecins. Et quand on interroge les infirmières, d'ailleurs, elles ont souvent une vision qui est assez différente sur ce point de vue. Donc, respectons chacun. Mais respectons enfin cette demande. Nous n'allons pas continuer pendant encore 10 ou 15 ans à avoir ce débat et à avoir des personnes qui sont obligées de fuir à l'étranger, aller en Belgique quand ils habitent à côté parce qu'il faut un lien avec ce système de santé, ou celles et ceux qui ont les moyens et qui peuvent partir en Suisse. Alors tant mieux pour eux. Sauf que quand même, on est quand même au même moment que quand il y avait ces femmes qui avaient les moyens, qui elles partaient à l'étranger pour se faire avorter, et les autres, elles avaient les faiseuses d'anges. Alors certaines, ça se passait bien, mais pour beaucoup, malheureusement, ça pouvait se passer mal jusque la mort. Donc aujourd'hui, entendons, parce que quand on parlait, la question qui était posée tout à l'heure sur le suicide, je vous rappelle quand même qu'en France, on a un des plus forts taux de suicide de la zone OCDE, des seniors, et des grands malades. Il faut aussi se poser ces questions-là. Est-ce que la seule réponse qu'on a à dire à ces personnes, c'est suicidez-vous, en plus tant que vous pouvez, c'est-à-dire quelque part anticiper votre mort? Et ça, personne, ni vous, ni moi, ne le souhaitons. Ça ne peut pas être la réponse. Et il faut quand même se poser cette question quand on voit les faits divers qu'on peut lire dans Ouest France ou dans d'autres journaux régulièrement, où des personnes, quand ils savent qu'il va y avoir une échéance, imaginez quand vous avez une maladie de Charcot, que vous savez comment vous allez terminer totalement paralysé, eh bien, souvent, vous allez parfois anticiper cette mort, alors que vous auriez peut-être pu vivre encore des mois, peut-être plus, si vous aviez eu cette certitude qu'on vous accompagne au moment final. Donc, je pense qu'il faut entendre, et en tout cas, bien sûr que le personnel soignant qui ne veut pas accompagner a droit, mais il ne peut pas, parce que ces personnes qui ne le veulent pas, ils peuvent quand même pas empêcher toute une société et des gens comme Vincent Imbert de pouvoir être secourus parce qu'eux sont contre. Une question peut-être pour l'un et l'autre. Donc, on a, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début du mois de décembre, dans Le Monde, est parue une tribune d'un professeur d'éthique médicale hollandais, Monsieur Theo Boer ou Boer, je ne sais pas quelle est la prononciation dans les Pays-Bas, qui était une tribune assez frappante parce que donc les Pays-Bas étaient, je crois, le premier pays à légaliser l'euthanasie en Europe. Et donc 20 ans après, ils ont quand même 20 ans de recul, ce qui est évidemment intéressant. Et après avoir été de ceux qui avaient défendu cette évolution, son message était: Français, attention si vous légalisez la mort administrée. Et en gros, le message essentiel, c'était le paradoxe de la légalisation de la mort administrée, c'est que ce qui est perçu comme une opportunité bienvenue par ceux qui sont attachés à leur autodétermination, à leur liberté individuelle, devient rapidement une incitation au désespoir pour les autres. Je formule à l'un et à l'autre cette question parce que même si vous y avez déjà un peu fait écho, mais évidemment, lui, il a peut-être une légitimité au moins à poser la question parce qu'il a le recul et qu'il était plutôt pour. Et aujourd'hui, il a plutôt tendance à crier casse-cou. Qu'est-ce que ça vous inspire à l'un et à l'autre ? Je pense que c'était un texte extrêmement fort, effectivement, qui a été publié et d'ailleurs qui a été beaucoup repris et depuis on l'a entendu dans d'autres médias. C'est pour une fois un autre témoignage et d'un autre regard et de quelqu'un qu'on ne peut pas accuser d'être dogmatique puisqu'effectivement il était plutôt pour au départ et il a constaté l'évolution des choses. Cette incitation au désespoir, cet appel au désespoir, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Hein. C'est ce fameux message collectif. Dans les pays qui ont légalisé une forme de mort provoquée, le taux de suicide n'a pas baissé, malheureusement. Moi, j'ai une vraie question, c'est comment dans un pays qui, d'une manière ou d'une autre, donne accès à la mort provoquée à la demande de la personne, comment on peut soutenir les politiques anti-suicide? Comment on peut dire d'un côté, ne vous suicidez pas, on ne peut pas vous aider, mais dans certains cas, on va vous aider. Et là, en plus, c'est tout le paradoxe en redonnant ce pouvoir à la médecine, un pouvoir dont les médecins ne veulent pas. Et M. Romero,
je ne suis, enfin, ce que vous dites est faux. La majorité des médecins ne sont pas pour. Un certain nombre sont pour, bien évidemment. On n'est pas tous pareils, il y en a qui le sont. Mais si vous regardez de près les enquêtes d'opinion, vous verrez que plus les médecins sont proches de la fin de vie, c'est-à-dire proches d'être ceux qui feront le geste, et surtout proches des patients, parce que la question n'est pas tant de vouloir ou pas faire le geste, vous avez raison, il y aura une clause, si c'est à venir, il y aura une clause de conscience, et moi j'ai aucun problème à savoir que n'importe qui ne voudra pas le faire ne le fera pas. Néanmoins, le problème c'est que nous qui sommes au contact des patients, ce qu'on voit bien, c'est que dans l'immense majorité des patients, ce que veulent les patients, c'est qu'on les aide à vivre et qu'on les aide à vivre le mieux possible malgré la maladie. Donc, ce n'est pas un hasard si les soignants, médecins ou non médecins, d'ailleurs, je vous rappelle que le CNP infirmier, qui représente plus de 800 000 infirmiers, a été co-signataire d'une tribune représentant 13 organisation qui dit laisser le soin en dehors de toute forme de mort provoquée. Donc les infirmiers aussi, de manière massive, ne sont pas favorables à intervenir dans une forme de mort provoquée. Et plus on se rapproche de la fin de vie, plus on est au contact de ces patients-là. Les gériatres ont signé, les médecins évidemment, enfin les acteurs de soins palliatifs, les infirmiers, moins on est pour. Alors oui, il y a des médecins qui sont, et c'est tout à fait normal, et d'une certaine, heureusement, ça prouve que chacun a sa liberté de penser et qu'on est tous différents. Mais vous remarquerez dans la tribune, y compris celle qui a été signée par la DMD, il y a énormément, pas essentiellement, excusez-moi, je me reprends pour être juste, il y a énormément, à peu près la moitié de retraités qui ne sont pas concernés, qui ne sont plus au contact avec les patients. Ça, c'est quand même vraiment important à souligner. Monsieur Romero, peut-être une réaction. D'abord sur la question sur je vais peut-être finir, puis je vais revenir bien sûr sur votre question. Mais enfin, quand vous dites sur la tribune de la DMD, enfin, vous savez que les médecins ont peu tendance à signer des pétitions en faveur de l'euthanasie parce qu'ils sont très inquiets, parce que vous savez que ceux qui se sont manifestés à plusieurs reprises ont souvent eu après quelques petits soucis avec les ordres des médecins. Donc il faut quand même peut-être comprendre que quand vous êtes dans l'exercice, pas forcément trop envie de donner vos positions quand vous avez en plus tous les organismes, académies de médecine, etc., qui tiennent des propos assez violents contre l'euthanasie. Bah, quand vous êtes en activité, vous hésitez. Moi, je voudrais aussi vous dire, hein, nous, personne ne se bat pour un choix entre la mort et la vie. C'est un choix entre deux morts. C'est pas tout à fait la même chose. Et puis, avant de répondre à la question, de vous dire aussi, quand vous nous dites que dans les autres pays, le taux de suicide des personnes âgées est le même que chez nous, bah, excusez-moi, regardez un exemple. L'un des plus petits, des plus bas en Europe, c'est celui de quel pays? Les Pays-Bas. Moitié de nous, moitié du nôtre. Oui, mais en tout cas, les Pays-Bas, premier pays dont on parle maintenant, dont on a légalisé l'euthanasie, le taux de suicide est 50% inférieur chez les seniors au taux français. Donc, vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. Alors, quant à ce médecin, moi, je vous propose quand même de faire du fake news aussi. Donc, je vous conseille quand même d'aller relire des choses, parce que depuis qu'il s'est médiatisé, on a appris beaucoup de choses. Évidemment, le Figaro était très content. On connaît les positions du Figaro. C'était dans Le Monde. Hein. Oui, mais comment dire, le Figaro qui l'a beaucoup repris ces derniers temps, quand même, on s'est quand même rendu compte depuis qu'il n'a jamais été si favorable que ça. Et encore, qu'une personne, un seul médecin, soit contre. Regardez les sondages aux Pays-Bas. Entre 85 et 90% des gens du Pays-Bas, comme en France d'ailleurs, comme dans tous les pays, sont favorables à l'euthanasie. Et vous connaissez des Hollandais qui fuient leur pays pour venir mourir dans la dignité en France? Ben moi, j'en connais pas. Par contre, je connais des Français qui vont pas en Hollande parce qu'on peut pas les prendre en charge, mais qui vont en Belgique ou qui vont en Suisse. Donc, il y a un moment, il faut être sérieux dans ces choses et regarder, est-ce qu'il y a un débat aux Pays-Bas pour revenir sur ces lois? Non. Est-ce qu'il y a un débat en Belgique pour revenir sur ces lois? Qu'après, il y ait des débats pour savoir si on va plus loin ou pas? Oui, mais sur ces lois, personne ne veut revenir. Quand même vous rencontrez des parlementaires chrétiens-démocrates, en Belgique, au Luxembourg, dont on parle peu, ils vous disent, nous, on n'a peut-être pas voté ces lois, mais aujourd'hui, ça ne nous viendrait même pas à l'idée de proposer de les annuler. Et il n'y a aucun pays dans lequel il y a une majorité de partis de gouvernement ou de population qui est en faveur de revenir sur ces lois, même si au départ, ils étaient contre. Donc, une personne peut dire ce qu'elle veut. Regardez quand même si c'était un si grand militant en faveur de cette loi, ce qui n'est pas tout à fait le vrai. Depuis, un certain nombre de vos collègues nous ont rappelé quelle était quand même la carrière de ce monsieur. Et puis, ce n'est pas parce qu'une personne est contre, il a le droit de l'être. Quand on voit l'état de l'opinion aux Pays-Bas et quand on voit qu'il n'y a aucun Hollandais qui vient dans notre pays, alors que nous, on fuit notre pays pour mourir, il y a quand même peut-être dans ce domaine d'être un peu plus sérieux.
Peut-être une réaction, Monsieur Romero, aussi à une des questions qui était posée par le docteur Perruccio tout à l'heure. Comment est-ce qu'on combine une politique de prévention du suicide en termes de santé avec en même temps l'élargissement à l'aide active à mourir? Mais c'est pas tout à fait la même chose. Je pense que là, ça concerne des personnes qui ont des douleurs physiques ou des souffrances psychologiques qu'on ne peut pas soulager, qui sont dans le cadre de maladies irréversibles. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose que le suicide d'un jeune qui a un chagrin d'amour ou qui a une dépression à un moment. Bah, évidemment, là, il faut tout faire pour que cette personne aille mieux. Mais arrêtons d'opposer les deux choses parce que c'est deux choses totalement différentes. Je vous dis, là, c'est pas du tout comme ça pourrait l'être dans le cadre de suicide classique, même si les mots voilà, mais on n'en a pas trouvé d'autres. C'est des mots qui sont utilisés au niveau international. Je vous dis, en ce qui concerne les personnes qui ont des pathologies graves, qui n'ont aucune chance que ces pathologies s'arrangent, je vous dis, c'est pas un choix entre la mort et la vie qu'ils demandent. C'est un choix entre deux morts. Ces personnes vont mourir. Et donc, voilà, c'est pas Alors, du tout la même chose. on a une petite question très intéressante dans le chat, justement, qui rebondit indirectement sur ce que vous dites. C'est une question pour vous de la part de Karim, qui nous demande est-ce que vous êtes pour une légalisation de l'euthanasie en cas de dépression, comme pour la jeune Tinnis en Belgique, si mes mémoires est bonne, c'est une victime des attentats de Bruxelles qui a décidé de recourir au suicide, à l'euthanasie, pardon, en Belgique. Quand on parle de dépression, enfin dit comme ça, évidemment non. Enfin non, ça me paraît comme quand on caricature parfois certaines positions des militants qui veulent, je le rappelle, nous ne sommes pas des militants pour l'euthanasie, nous sommes des militants pour le choix. Et dans ce choix, il doit y avoir l'aide active à mourir. Mais bien sûr que non. Quand vous avez une dépression, quand vous avez un certain... Il faut évidemment essayer de vous aider. C'est une évidence. Mais quand vous avez, comment dire, une maladie de Charcot, un cancer métastasé et que vous n'en pouvez plus, eh bien, oui ou là se pose la question de savoir si les soins palliatifs ne vous suffisent pas à ce moment-là, si on ne peut pas. Et je le dis, arrêtons de dire que c'est marginal, c'est des dizaines de milliers de personnes. Si vous avez des douleurs réfractaires, oui, vous pouvez bien sûr être entendu. Très bien. Et on a juste une dernière question, parce que malheureusement, on est déjà quasiment à la fin de l'interview, de Jam dans le chat. Bonsoir, qu'entendez-vous par pathologie soignable avec traitement palliatif ou curatif? Exemple Parkinson, non soignable, mais traitement d'accompagnement. Peut-être plutôt pour le docteur Perruccio. Peut-être plus, oui. C'est une bonne question. Si je suis un petit peu provocatrice, je dirais que la vie est une maladie mortelle à tous les coups. Donc, c'est une vraie bonne question et ça pose du coup la problématique des limites qui pourraient être données lors d'une légalisation d'une aide à mourir pour quel ou quel type de pathologie. Moi, il y a énormément de pathologies en France à l'heure actuelle qu'on ne sait pas guérir. La maladie de Parkinson en fait partie, beaucoup de maladies neurologiques, neurodégénératives, beaucoup de cancers qui deviennent de plus en plus des maladies chroniques. Et évidemment, je ne vais pas faire un catalogue, mais il y en a beaucoup d'autres. Et pour autant, on peut les contrôler parfois pas, et en tout cas on peut et surtout on doit les accompagner tout le temps. Donc une maladie, pour moi en tout cas sur le plan médical, j'allais dire qu'une maladie curable c'est une maladie dont on peut guérir et dont on peut se débarrasser, mais c'est pas la majorité des maladies. Et il y a énormément de maladies en France qui ne sont pas curables, qu'elles soient physiques ou psychiques, pour rebondir sur ce qui a été dit. Et je profite d'avoir la parole juste pour vous répondre sur le débat en Belgique. Il y a un excellent. Il y a un article extrêmement étonnant dans Charlie Hebdo aujourd'hui sur le débat en Belgique et sur la possibilité de remettre en question ce qui se passe. C'est intéressant parce que inattendu de la part de Charlie Hebdo, et donc qu'on ne peut pas taxer d'être complaisant en général d'un bord ou l'autre. Donc c'est intéressant, je vous conseille de le lire. Très bien. Eh bien, on arrive déjà à la fin de l'interview. C'était très, très intéressant et malheureusement, il y a beaucoup de questions qui n'ont pas pu être posées. Bien entendu,
avec l'arrivée des résultats de cette convention fin de vie et les probables propositions législatives qui arriveront, on aura l'occasion de réaliser de nouveau un débat de ce style. Dans quelques secondes, minutes, on va recevoir Claire Toury, mais j'aimerais pour conclure, si vous aviez un mot à dire à nos spectateurs, quelques mots rapides, tous les deux, qu'est-ce que ce serait, Monsieur Romero, peut-être en premier? Moi, de dire de ne pas d'avoir peur d'abord de débattre de cette question. D'ailleurs, quand on parle de la fin de vie, se rendre compte qu'on va mourir, c'est peut-être le meilleur moyen de bien vivre sa vie déjà. Donc ce débat, il est sain quelque part dans notre société où on voit de moins en moins la mort, hein. Avant, moi, vous mourriez, vos proches, mon père est mort quand j'avais 13 ans, je l'ai vu pendant 3 jours dans ma maison. La plupart de mes amis n'ont jamais vu un mort. Donc évidemment, ce débat, il est très sain. Et voilà, je pense qu'il faut tout simplement qu'il y ait une loi qui permette à chacun de choisir ce qui est le mieux pour lui en fin de vie. Et donc cette loi, elle doit évidemment permettre l'accès universel aux soins palliatifs, et j'insiste là-dessus. Il faut que les moyens soient là, et je pense qu'en votant la loi, il faut aussi qu'il y ait un programme sur 4 ou 5 ans, parce que rattraper un tel retard, ça ne se fait pas non plus en un an, ça on en est tout à fait conscient, mais je pense qu'il faut qu'il y ait ça en même temps. Et de l'autre côté, cette aide active à mourir, qui, je vous le rappelle, n'est une obligation pour personne, ni pour les soignants, et ni évidemment pour les personnes qui veulent aller au bout du chemin et qui ont le droit de choisir de mourir le plus tard possible, même éventuellement s'ils le choisissent dans des souffrances, s'ils ont à ce moment-là des choses qui les retiennent un peu à la vie, ils ont bien sûr ce droit. Mais il faut donner ce choix, c'est tout simplement voilà, un droit supplémentaire qu'on demande qui n'est pas une obligation. Et Madame Peruccio? On peut peut-être juste préciser par rapport à ce que vient de dire Monsieur Romero que sur le besoin de soins palliatifs, actuellement, vous m'arrêterez si je dis des bêtises, mais on considère que les services de soins palliatifs sont en capacité d'accueillir, de traiter à peu près 100 000 personnes par an. Le besoin, c'est 300 000. Hein. Tout à fait. Donc c'est le triple. Juste pour signaler, du coup, Claire Toury vient de nous rejoindre. On conclut du coup avec nos deux invités et on passe avec Claire juste après. Donc Madame Peruccio, à votre tour de conclure. Alors, trois messages. Le premier, je rejoins M. Romero sur la place de la mort dans la société. Et ça, c'est un des axes fondamentaux. Et c'est un des bénéfices de cette convention collective, entre autres, c'est de parler de ça. Et oui, la plupart des gens n'ont jamais vu un mort. Et c'est finalement un des enjeux, à mon avis, du débat, c'est que la mort fait très peur. Nouvelle coupure. Le deuxième message que j'ai envie de parler, on dit toujours on meurt très bien en France et on sait le faire. Pardon, vous m'entendez là ? Là, ça passe. On peut mourir. Ah bah non, du coup. Mourir en France, très bien. Et non, c'est pas une fatalité. On meurt toujours mal en France. Il suffit de nous en donner les moyens. Et la troisième chose, et il est très clair, c'est donner la mort n'est pas un soin et ne peut pas être un soin. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Un débat qui fut passionnant. Je pense que les gens dans le chat seront d'accord avec nous. C'est un sujet de toute façon qu'on va suivre, hein, bien sûr, tout au long des mois avec justement la convention fin de vie dont on va parler avec Claire Toury que vous voyez à l'écran. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions et bonne soirée. Il me semble d'ailleurs qu'il y aura un débat entre vos deux associations demain, c'est ça? C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, le 10. Ah, c'est les débats citoyens. Là, j'ai mon autre casquette de maire adjoint, c'est la mairie de Paris qui organise dans les arrondissements des débats sur la fin de vie. Et je ne serai, moi, en ce qui me concerne, pas là, mais vous serez, je crois, docteur, présente demain et un représentant, bien sûr, qui ne partage pas votre avis pour avoir un débat équitable. Eh bien, parfait. Merci à tous les deux. Bonne soirée. Merci Bonne soirée. beaucoup. Au revoir. Bonne soirée à vous aussi. Hop, on attend. Bah, maintenant, il faudrait vous quittiez du coup la conversation et ce sera nickel. Ok. Sauf si vous voulez rester, vous êtes bienvenus. Bon, bah du coup, on est de retour avec Claire Toury. Bonjour Claire. Bonjour Hugo, Comment ça va? ça va et toi? Bah ça va. Depuis on s'était vu en... C'était quand la première séance? Je me souviens plus, c'était C'est le 9 décembre. le 9 décembre, donc voilà, ça fait 3 mois, un peu plus de 3 mois. Du coup, si on a décidé de t'inviter, c'est pour conclure du coup ce débat qui est co-organisé avec le CESE et Ouest France. Ma première question, avant qu'on aille plus loin, est-ce que tu peux nous dire, là, à la 7e session, comment vit le groupe, comme on dirait dans le foot? Comment vit le groupe? Alors, le groupe, je ne sais pas si vous l'avez dit en commençant, ils sont 184 citoyennes, citoyens. Et déjà, ça en dit long sur le fait que ça vit bien, puisque ils sont 185 à avoir été tirés au sort. On nous avait dit qu'on en perdrait en route, que certains arrêteraient parce que c'est lourd, parce que la charge est ce qu'elle est, parce que
c'est un sujet difficile qui peut aussi créer des tensions au sein d'un groupe. Puis 7 week-ends plus tard, donc 21 jours de travail plus tard, on a perdu une personne. Pourquoi ? Parce qu'elle a trouvé un boulot et c'est cool pour elle et qu'elle ne pouvait pas se libérer les vendredis. Donc rien que ça en dit long sur la dynamique de groupe. Et puis après, pour le reste, c'est un groupe qui vit très bien. Voilà, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de tension, il y a des tensions, il y a des divergences fortes au sein du groupe entre certaines tendances, certains points de vue, voilà. Mais c'est un espace qui est très respectueux, qui est très bienveillant. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je le redirai jusqu'au bout et encore après. Je trouve que le débat entre ces 184 personnes, c'est un débat qui est remarquable, qui est exigeant, qui est exemplaire et qui est hyper respectueux et surtout très intelligent. Pas intelligent au sens académique, mais c'est très intelligent la manière dont ils posent les choses, la manière dont ils interagissent entre eux, la manière dont ils s'articulent. Voilà, donc moi, je suis vraiment très, très, très fière et honorée de pouvoir suivre ça d'aussi près parce que d'un point de vue démocratique, c'est passionnant ce qui se passe dans cette assemblée. Philippe, si tu veux. Il vous reste 2 week-ends pour rendre le livrable, parce que je crois que c'est comme ça que vous appelez le document final, qui est des recommandations. Est-ce que vous êtes inquiète ? Est-ce que ça suffit ? Parce que je regardais dimanche matin les échanges et on sentait que tout le monde était quand même pressé. Enfin, je veux dire, il fallait conclure, il fallait avancer. Et voilà, donc est-ce que vous pouvez encore vous permettre de rajouter une session éventuellement ou non, il faudra absolument tenir ? Ne lancez pas de mauvaises idées, s'il vous plaît. Je ne vous promets plus pas. Non. Oui, on va tenir. C'est important de respecter les délais. Alors, c'est un sujet qui est compliqué, ça c'est clair, qui est complexe, et les questions appellent d'autres questions, et c'est un peu sans fin. Mais c'est sans fin. Donc, à un moment, il faut dire qu'on s'arrête. Ça, c'est indispensable. Il faut accepter qu'on s'arrête. Et moi, c'est ce que je leur avais dit. J'avais utilisé une mauvaise métaphore à un moment, mais qui restait. Je leur ai dit, faites attention à ne pas tomber dans le piège du doctorant qui n'arrive pas à finir sa thèse parce que l'audition appelle l'audition, la donnée appelle la donnée, les questions appellent les questions, ben voilà. Mais sauf qu'à un moment, c'est pas un exercice parfait, ça sera jamais parfait, c'est impossible de toute façon, il n'y a rien de parfait. C'est un exercice démocratique avec tout ce que ça implique, qui a été posé dans un cadre de 9 séances, c'est déjà beaucoup, c'est 27 jours de travail, il faut savoir s'arrêter, donc je ne vous dis pas que les 2 prochaines sessions vont être simples, mais on tiendra les délais. Alors, on imagine que ça ne va pas être simple parce que je regardais les résultats du scrutin du 19 février, qui était un scrutin un peu indicatif, comme ça, pour prendre déjà quelques options sur l'aide active à mourir. Donc, très majoritairement, l'aide active à mourir, oui, il faut y aller. Mais après, la question subsidiaire, c'est comment ? Et là, dans quelles conditions, plus exactement ? Sur 151 votants, les votes étaient complètement diffractés. Il y avait des groupes, il y avait 30% pour dire maladie incurable et souffrance réfractaire, même si le pronostic vital n'est pas nécessairement engagé. Il y avait 35% qui disaient il faut que le pronostic vital soit engagé. Et puis, il y avait 20% des gens qui disaient c'est pas trop, je me trompe peut-être, c'était 35% qui s'abstenaient et 20% qui disaient sans pronostic vital. Donc, on sent que les 2 week-ends qui vont venir, notamment pas le prochain, mais la semaine d'après, je crois, le 17, quelque chose comme ça va être dense. Le prochain, c'est le 17, puisque en raison du mouvement social, on a décalé un petit peu le calendrier, pour le coup, sans rajouter des sessions. Donc, le prochain week-end, c'est le week-end du 17. Et ensuite, le dernier week-end, c'est le week-end du 31 mars. Et donc, le week-end du 17, effectivement, ils auront de nouveau des débats sur les questions d'aide active à mourir et ils auront à voter. Et cette fois, ce ne sera pas un vote indicatif, ce sera un vote qui posera les choses. C'est un vote qui posera plusieurs choses, les modalités notamment, qui posera aussi ce qu'on appelle les combinaisons de critères, en fait. Parce que là, les critères dont vous parlez et puis le vote dont vous parlez qui a eu lieu le 19 février, les choses étaient prises un peu séparément les unes des autres. Et du coup, l'enjeu, c'est bien de répondre à la question de la Première ministre, à savoir, est-ce que le cas de vie actuel, le cas de la fin de vie actuelle est adapté aux différentes situations rencontrées ? Quelles sont les différentes situations pour lesquelles ça ne s'applique pas ? Et quelles sont ces différentes situations pour lesquelles les citoyens ont envie de proposer des choses ? Alors, juste parce qu'on me demande qui tu es dans le chat, Claire. Donc, juste pour expliquer, Claire, du coup, pour résumer vulgairement, c'est la patronne de la convention fin de vie. Non, mais c'est la présidente du comité de gouvernance. Je ne préside pas la convention, moi je préside le comité de gouvernance de la convention citoyenne sur la fin de vie. Et comme le comité de gouvernance est chargé d'organiser au titre du CESE
qui est l'organisateur de cette convention, moi, je suis ça en direct. Voilà, tous les week-ends, je suis là et je suis ça de très, très près. Mais la convention, ça reste un espace qui n'est pas présidé par quelqu'un d'extérieur. Et rappelons que tu es membre du CESE, donc voilà, ça reste. Je suis membre du CESE. Parmi les questions qui nous étaient parvenues par les internautes, il y en avait une qui est simple, mais je ne sais pas si la réponse est simple. Pensez-vous que les conclusions de la Convention seront entendues alors que son avis n'est que consultatif? Et on pourrait rajouter que parallèlement, il y a d'autres missions du côté du Parlement, du côté de la Cour des comptes qui planchent sur les mêmes sujets en même temps. Alors, je vais reprendre la phrase de Thierry Baudet qui préside le CESE. Si la décision revient à celles et ceux qui ont la légitimité de l'élection, la construction de la décision appartient à tous. Donc, autrement dit, pour ce qui est de la fin de vie, il y a un grand débat national qui a commencé au mois de septembre, avec l'avis du Comité consultatif national d'éthique, s'il faut marquer quelque chose, qui, pour la première fois, ouvre la porte à une éventuelle aide active à mourir. C'est un débat national qui a plusieurs contributeurs, et dont la contribution centrale est celle de cette convention citoyenne. Il y a d'autres contributions, c'est normal, il y a d'autres parties prenantes qui alimentent ce débat national. À la fin, il y a des élus de la nation qui ont une légitimité pour trancher, mais la décision, elle se construit collectivement, encore une fois. Donc, je suis à peu près sûre que ce sera entendu, ce que les citoyens de la Convention vont porter. Après, comment est-ce que ce sera écouté vraiment? Ça, j'en sais rien. Mais il y a un cadre de redevabilité qui a été posé. La Première ministre est venue ouvrir la Convention. La présidente de l'Assemblée nationale est venue le premier week-end aussi expliquer comment elle imaginait organiser les choses ensuite. Les ministres Olivier Véran, Agnès Firmin-Lebaudot suivent de près ce qui se passe et viennent aussi régulièrement. Donc voilà, moi je ne vais pas faire de paris sur l'avenir et je ne mettrai pas ma main à couper. Nous, notre enjeu, c'est bien que ce qui se passe dans cette convention soit entendu, écouté, en partie repris, mais il n'y a pas de sans filtre. Voilà, il n'y a pas de sans filtre. Et j'ajouterai juste une chose, c'est que quand même dans le contexte démocratique dans lequel on est et de défiance vis-à-vis des institutions qu'on connaît, c'est bizarre d'organiser une convention et de ne pas en tenir compte du tout. Mais bon. Alors, vous savez que la précédente convention, celle sur le climat, alors peut-être de manière trop caricaturale d'ailleurs, a été perçue par une partie de l'opinion comme finalement il n'en est rien resté. Et je pense que c'est pas si vrai que ça, mais bon. C'est pas si vrai. Après, je pense qu'il y a eu des malentendus et surtout des grosses maladresses communicationnelles. Au moment de la convention climat, on a parlé de sans filtre, il n'y a pas eu de sans filtre. On a parlé d'une co-construction de la loi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Là, le cadre est très différent. Déjà, c'est un sujet de controverse. C'est pas le même sujet. Je pense que c'est très différent. C'est un sujet de controverse, celui de la fin de vie. Il n'y a pas de sans filtre, il n'y a pas de fausses promesses. Peut-être qu'on est même extrêmement prudent justement pour éviter un effet rebond, parce qu'il y a bien deux enjeux. Cette convention, il y a deux enjeux qui sont très importants. Il y a la question de la fin de vie, bien sûr. C'est un débat essentiel qui voilà, c'est un sujet compliqué, intime et collectif. On l'a déjà dit à plusieurs reprises. Et en plus, vous venez de débattre avec deux représentants juste avant, de parties prenantes juste avant du sujet. Donc, il y a ce sujet-là qui est important, pour lequel il ne faut pas faire n'importe quoi et pour lequel il faut être vraiment très respectueux des différents points de vue et accompagner ça. Et il y a un sujet démocratique très important aussi. Et il y a un enjeu à démontrer que ces conventions citoyennes, ce sont des outils démocratiques extrêmement efficaces. Et moi, franchement, je le dis très, très sincèrement, 7 week-ends plus tard, je suis absolument convaincue que l'outil convention citoyenne est parfaitement adapté pour traiter un sujet comme celui de la fin de vie. Alors, il est efficace pour qui? Alors, on n'en doute pas pour les 185 participants qui doivent apprendre des tas de choses et apprendre notamment à se frotter leur point de vue. Mais pour le très grand public, vous pensez qu'il y a un effet aussi important? Moi, je crois parce que nous, on a un enjeu de publiciser ce qui se passe dans cette convention. Alors, on fait comme on peut. Il y a un enjeu, il faut protéger les citoyens, bien sûr, pour qu'ils puissent délibérer de façon sereine, on va dire. Mais il y a un enjeu à publiciser ce qui se passe. Donc, on met tout en ligne, les vidéos des débats, le socle documentaire qui leur a été fourni, la liste des auditionnés, les vidéos des auditions. Enfin, vraiment, on essaie de rendre public ça. L'avantage de cette convention, c'est qu'on en parle quand même. Et donc, du coup, ça alimente aussi un débat
Alors peut-être que moi je suis trop focus dessus, que j'ai l'impression que tout le monde pense qu'à ça. J'espère que non en réalité, mais en tout cas, je sais qu'on en parle et la fin de vie, les gens en parlent et on voit bien. Enfin moi, là où je trouve que c'est très efficace, c'est que on voit bien qu'on peut mettre dans une même pièce, dans un même endroit, des gens qui sont issus de milieux très différents, qui n'ont pas du tout les mêmes vies, pas du tout les mêmes trajectoires, qui n'ont pas nécessairement le même point de vue et quand même construire une réponse collective qui n'est pas nécessairement consensuelle, mais qui est respectueuse de tous. Et ça, pour moi, c'est une avancée majeure. Alors, on a une question pour vous, Claire, dans le chat. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà d'autres conventions citoyennes de prévues ou dans les cartons? Aucune idée. Moi, je m'occupe de la Convention citoyenne sur la fin de vie, mais je n'ai pas d'autres informations. J'espère qu'il y en aura d'autres. La réussite de la Convention, c'est qu'il y en ait d'autres. Bon, il y a une autre question qui est dans le même style. Est-ce qu'il y a des chances pour que le gouvernement initie plus de conventions citoyennes? Mais du coup, vous venez de répondre. Bon, il y a beaucoup de gens qui qui réagissent à tout ce qui est dit. En tout cas, il est déjà 19h. Ça passe, c'est passé très vite cette heure de live, un live passionnant. Claire, avant qu'on se quitte, c'est la question que j'ai posée à nos deux invités précédemment. Si vous aviez un message à dire à nos spectateurs, lequel ce serait? Je les inviterai à regarder ce qui se passe, franchement, enfin, regarder les débats, regarder les auditions, regarder toute la matière qui a pu être produite, et puis voilà, enfin, essayer enfin, voilà, c'est ça que je dirais, regarder, observer à quel point c'est incroyable ce qui se passe, et puis venez, c'est ouvert, il y a des temps qui sont ouverts au CESE, qui sont ouverts au public, donc venez voir ce qui s'y passe, et vous vous rendrez compte à quel point c'est formidable enfin, à quel point c'est extraordinaire, je dirais même comme exercice. Eh ben merci. C'est gratuit, mais c'est le dimanche matin quand même. Hein. On peut pas tout avoir non plus. Nous, on se lève difficilement, mais on se lève. Eh ben parfait, Claire Touré, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir fait ce débat avec nous. Et merci Philippe Boissonnat et merci à Ouest France d'avoir été nos partenaires sur ce débat. De toute façon, vous le savez, on vous l'a déjà dit sur Purpose qu'on va continuer à suivre bien sûr cette convention fin de vie. Hein. Vous nous avez vu, on a fait plusieurs séances en direct du Palais d'Iéna et on espère bien pouvoir continuer à l'avenir ces lives qui, je le sais, vous ont beaucoup plu. Et bien écoutez, bonne soirée à vous. Nous, on se donne rendez-vous demain dans Midi au Perchoir. On va revenir sur l'incident de séance qui a lieu cet après-midi à l'Assemblée nationale avec Éric Dupond-Moretti qui fait des bras d'honneur en pleine séance et on développera ça demain. Merci à vous deux d'avoir participé au live et nous, on se donne rendez-vous très prochainement sur Purpose. Salut à tous, prenez soin de vous. À ciao, bonsoir. Merci.